Résister, c'est lutter. 4 textes seront lus successivement. Le premier de Dolores Ibarruri Gomez, le second de Patrice Lumumba, le troisième de Martin Luther King et le quatrième et dernier de Salvador Allende. Dolores Ibarruri fit un appel depuis le balcon du ministère de l'Intérieur à Madrid le 19 juillet 1936. Il est resté célèbre et devint par la suite un slogan répété jusqu'à nos jours. No pasarán. Elle rêvait de devenir institutrice. Elle devint bonne à tout faire. L'épouse d'un mineur syndicaliste et la mère de 6 enfants dont 4 mourront très jeunes. C'est la misère et en même temps l'apprentissage de la lutte politique. Dolores Ibarruri Gomez devient très vite une dirigeante écoutée du petit parti communiste espagnol, mais ce 19 juillet 1936, 24 heures après le début du coup d'État franquiste, quand elle s'installe au ministère de l'Intérieur pour participer à la défense de la jeune démocratie espagnole, avant d'être communiste, elle se sent républicaine. À la foule rassemblée au pied de l'immeuble, elle lance son « No pasarán », « Ils ne passeront pas », et d'un trait résume la volonté populaire, briser le soulèvement des militaires soutenus par les royalistes et la hiérarchie catholique. Toute de noir vêtue, cheveux tirés, l'œil brillant, cette oratrice hors pair fait vibrer les mots et les transforme en slogans. Elle sait rugir contre les généraux félons, mobiliser les femmes et entraîner les hommes qui vont bientôt mourir pour la défense de la République. Dans cette Espagne austère et sanglante, elle se donne et on l'aime. Elle est devenue une sorte de sainte athée, issue des entrailles du peuple, la passionaria. Elle fascine, et la plupart de ses interlocuteurs finissent par oublier qu'ils ont en face d'eux un pur produit de l'appareil stalinien. Membre de la direction du Parti communiste espagnol, elle travaille beaucoup à renforcer l'influence de son parti au sein d'un camp républicain divisé. Membre du Comintern, l'organisation communiste internationale dirigée de Moscou, elle acquiert une position hautement stratégique en gérant une partie importante de la solidarité financière internationale qui arrive dans le camp républicain. En mars 1939, les jeux sont faits. Le général Franco et ses alliés ont gagné la guerre contre la République. Dolores Ibarruri quitte alors l'Espagne pour l'URSS, sa terre d'exil. Elle y restera jusqu'en 1975, année de la mort de Franco. De retour dans son pays, elle assistera à la naissance d'une nouvelle Espagne, démocratique et royale. Discours de Dolores Ibarruri. Obreros, campesinos, antifascistas, españoles, patriotas. Ouvriers, paysans, antifascistes, patriotes espagnols. Face au soulèvement militaire fasciste, levons-nous pour défendre la République, pour défendre les libertés populaires et les conquêtes démocratiques du peuple. Par les communiqués du gouvernement et du Front populaire, le peuple connaît la gravité du moment. Au Maroc et aux Canaries, les travailleurs, alliés aux forces loyales de la République, luttent contre les militaires et les fascistes insurgés. Au cri de « Le fascisme ne passera pas, les bourreaux d'octobre ne passeront pas »,
les ouvriers et les paysans des diverses provinces espagnoles se joignent à la lutte contre les rebelles armés ennemis de la République. Les communistes, les socialistes et les anarchistes, les républicains démocrates, les soldats et les forces fidèles à la République ont infligé les premières défaites aux factieux qui traînent dans la boue de la trahison l'honneur militaire dont ils se glorifiaient tant. Tout le pays frémit d'indignation face à ces scélérats qui veulent plonger l'Espagne démocratique et populaire dans un enfer fait de terreur et de mort. Mais ils ne passeront pas. Toute l'Espagne se prépare au combat. À Madrid, le peuple est dans la rue, soutenant le gouvernement et le stimulant avec sa volonté et son esprit de lutte pour que les militaires et les fascistes insurgés soient totalement écrasés. Jeunes, préparez-vous au combat. Femmes, héroïques femmes du peuple, souvenez-vous de l'héroïsme des femmes des Asturies en 1934. Luttez, vous aussi, aux côtés des hommes pour défendre la vie et la liberté de vos enfants menacés par le fascisme. Soldats, fils du peuple, restez fidèles au gouvernement de la République, luttez aux côtés des travailleurs, aux côtés des forces du Front populaire, aux côtés de vos pères, de vos frères et de vos camarades. Luttez pour l'Espagne du 16 février. Luttez pour la République. Aidez-la à triompher. Travailleurs de tous les partis, le gouvernement met entre vos mains les armes pour sauver l'Espagne et le peuple de l'horreur et de la honte que représenterait le triomphe des bourreaux sanguinaires d'octobre. Pas d'hésitation, que tout soit prêt à l'action. Chaque ouvrier, chaque antifasciste doit se voir comme un soldat armé. Peuple de Catalogne, du Pays basque et de Galice, à vous tous Espagnols, défendons la République démocratique, consolidons la victoire remportée par le peuple le 16 février. Le Parti communiste vous appelle à la lutte. Il vous appelle particulièrement, vous, ouvriers, paysans, intellectuels, à prendre place dans le combat pour écraser définitivement les ennemis de la République et des libertés populaires. Vive le Front populaire! Vive l'union de tous les antifascistes! Vive la République du peuple! Les fascistes ne passeront pas! Ils ne passeront pas! Viva el Frente Popular! Viva la unión de todos los antifascistas! Viva la República del Pueblo! Los fascistas no pasarán! No pasarán! Je vais lire maintenant un discours de Patrice Lumumba qui a été prononcé à la séance de clôture du séminaire international d'Ibadan au Nigeria le 22 mars 1959. Trahi, vendu, supplicié et finalement assassiné au début de l'année 1961, Patrice Lumumba, éphémère leader du premier gouvernement du Congo indépendant, est toujours une figure mythique de l'Afrique francophone. Entre Kinshasa, ex-Léopoldville, et Kisangani, ex-Stanleyville, comme au-delà des frontières tracées par le colonisateur, aujourd'hui encore, les griots nous chantent Lumumba et l'espérance. Son âme rôde. Dans ce pays riche en matières premières et grand comme l'Europe occidentale, dans cet ensemble aux multiples ethnies et aux 400 dialectes, ce modeste employé des postes engagé dans l'action syndicale, devenu directeur commercial d'une brasserie, rêvait de construire un État uni, un gouvernement fort et centralisé par-delà les chefferies, les clans et les particularismes. En 1959, Lumumba a 34 ans. Un physique longiligne, une certaine élégance et une force de conviction. Son arme, c'est la parole, disait de lui le poète antillais Aimé Césaire. Il est l'homme du verbe. Mais il a aussi une fragilité, un trop-plein d'imagination, des qualités de poète qui l'emportent trop loin des réalités immédiates d'un pays sans véritable élite autochtone, qui rêve son émancipation sans l'avoir pensée, sans l'avoir préparée.
Jusque dans les années 1950, le Congo et ses 17 millions d'habitants est pour les Belges un magnifique gâteau africain. Le pays est géré comme un business dont il faut chaque année accroître la rentabilité. Mais à cause de cette fièvre indépendantiste qui balaye toute l'Afrique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et s'amplifie à partir de 1957-58, Bruxelles se rend lentement à l'évidence. Il va falloir négocier l'avenir du pays. Et Lumumba veut être de la partie. Lorsqu'en mars 1959, il se rend à la conférence panafricaine d'Ibadan au Nigeria, il se voit déjà en chef de file du nouveau Congo. Ses ambitions sont immenses, son discours modéré, son esprit ouvert aux réflexions des autres dirigeants africains. Il séduit. Et c'est en star que le 30 juin 1960, jour de l'indépendance du Congo, il fera son entrée sur la scène politique africaine. Discours de Patrice Lumumba. Je remercie le Congrès pour la liberté et la culture et l'Université d'Ibadan pour l'aimable invitation qu'ils ont bien voulu m'adresser pour assister à cette conférence internationale où l'on discute du sort de notre chère Afrique. C'est une satisfaction pour moi de rencontrer ici plusieurs ministres africains, des hommes de lettres, des syndicalistes, des journalistes et des personnalités internationales qui s'intéressent aux problèmes de l'Afrique. C'est par ces contacts d'homme à homme, par des rencontres de ce genre, que les élites africaines pourront se connaître et se rapprocher afin de réaliser cette union qui est indispensable pour la consolidation de l'unité africaine. En effet, l'unité africaine tant souhaitée aujourd'hui par tous ceux qui se soucient de l'avenir de ce continent ne sera possible et ne pourra se réaliser que si les hommes politiques et les dirigeants de nos pays respectifs font preuve d'un esprit de solidarité, de concorde et de collaboration fraternelle dans la poursuite du bien commun de nos populations. C'est pourquoi l'union de tous les patriotes est indispensable, surtout pendant cette période de lutte et de libération. Les aspirations des peuples colonisés et assujettis sont les mêmes. Leur sort est également le même. D'autre part, les buts poursuivis par les mouvements nationalistes dans n'importe quel territoire africain sont aussi les mêmes. Ces buts, c'est la libération de l'Afrique du joug colonialiste. Puisque nos objectifs sont les mêmes, nous atteindrons facilement et plus rapidement ceux-ci dans l'union plutôt que dans la division. Ces divisions sur lesquelles se sont toujours appuyées les puissances coloniales pour mieux asseoir leur domination ont largement contribué, et elles contribuent encore, au suicide de l'Afrique. Comment sortir de cette impasse? Pour moi, il n'y a qu'une voie. Cette voie, c'est le rassemblement de tous les Africains au sein des mouvements populaires ou des partis unifiés. Toutes les tendances peuvent coexister au sein de ces partis de regroupement national et chacun aura son mot à dire tant dans la discussion des problèmes qui se posent au pays qu'à la direction des affaires publiques. Une véritable démocratie fonctionnera à l'intérieur de ces partis et chacun aura la satisfaction d'exprimer librement ses opinions. Plus nous serons unis, mieux nous résisterons à l'oppression, à la corruption et aux manœuvres de division auxquelles se livrent les spécialistes de la politique, du diviser pour régner. Ce souhait d'avoir dans nos jeunes pays des mouvements ou des partis unifiés ne doit pas être interprété comme une tendance au monopole politique ou à une certaine dictature. Nous sommes nous-mêmes contre le despotisme et la dictature. Je veux attirer l'attention de tous qu'il est hautement sage de déjouer, dès le début, les manœuvres possibles de ceux qui voudraient profiter de nos rivalités politiques apparentes pour nous opposer les uns aux autres et retarder ainsi notre libération du régime colonialiste. L'expérience démontre que dans nos territoires africains, l'opposition que certains éléments créés au nom de la démocratie
n'est pas souvent inspirée par le souci du bien général. La recherche de la gloriole et des intérêts personnels en est le principal, si pas l'unique mobile. Lorsque nous aurons acquis l'indépendance de nos pays et que nos institutions démocratiques seront stabilisées, c'est à ce moment-là seulement que pourrait se justifier l'existence d'un régime politique pluraliste. L'existence d'une opposition intelligente, dynamique et constructive est indispensable afin d'équilibrer la vie politique et administrative du gouvernement au pouvoir. Mais ce moment ne semble pas encore venu, et ce serait desservir le pays que de diviser aujourd'hui nos efforts. Tous nos compatriotes doivent savoir qu'ils ne serviront pas l'intérêt général du pays dans des divisions ou en favorisant celles-ci, ni non plus dans la balkanisation de nos pays en de petits États faibles. Préconiser l'unité africaine et détruire les bases mêmes de cette unité n'est pas souhaiter l'unité africaine. Dans la lutte que nous menons pacifiquement aujourd'hui pour la conquête de notre indépendance, nous n'entendons pas chasser les Européens de ce continent, ni nous accaparer de leurs biens ou les brimer. Nous ne sommes pas des pirates. Nous avons au contraire le respect des personnes et le sens du bien d'autrui. Notre seule détermination, et nous voudrions que l'on nous comprenne, est d'extirper le colonialisme et l'impérialisme de l'Afrique. Nous avons longtemps souffert et nous voulons respirer aujourd'hui l'air de la liberté. Le Créateur nous a donné cette portion de la terre qu'est le continent africain. Elle nous appartient et nous en sommes les seuls maîtres. C'est notre droit de faire de ce continent un continent de la justice, du droit et de la paix. L'Afrique tout entière est irrésistiblement engagée dans une lutte sans merci contre le colonialisme et l'impérialisme. Nous voulons dire adieu à ce régime d'assujettissement et d'abattardissement qui nous a fait tant de tort. Un peuple qui en opprime un autre n'est pas un peuple civilisé chrétien. L'Occident doit libérer l'Afrique le plus rapidement possible. L'Occident doit faire aujourd'hui son examen de conscience et reconnaître à chaque territoire colonisé son droit à la liberté et à la dignité. Si les gouvernements colonisateurs comprennent à temps nos aspirations, alors nous pactiserons avec eux. Mais s'ils s'obstinent à considérer l'Afrique comme leur possession, nous serons obligés de considérer les colonisateurs comme ennemis de notre émancipation. Dans ces conditions, nous leur retirerons avec regret notre amitié. Je me fais le devoir de remercier ici publiquement tous les Européens qui n'ont ménagé aucun effort pour aider nos populations à s'élever. L'humanité tout entière leur saura gré pour la magnifique œuvre d'humanisation et d'émancipation qu'ils sont en train de réaliser dans certaines parties de l'Afrique. Nous ne voulons pas nous séparer de l'Occident, car nous savons bien qu'aucun peuple au monde ne peut se suffire à lui-même. Nous sommes partisans de l'amitié entre les races, mais l'Occident doit répondre à notre appel. Les Occidentaux doivent comprendre que l'amitié n'est pas possible dans les rapports de suggestion et de subordination. Les troubles qui éclatent actuellement dans certains territoires africains et qui éclateront encore ne prendront fin que si les puissances administratives mettent fin au régime colonial. C'est la seule voie possible vers une paix et une amitié réelle entre les peuples africains et européens. Nous avons impérieusement besoin de l'apport financier, technique et scientifique de l'Occident en vue du rapide développement économique et de la stabilisation de nos sociétés. Mais les capitaux dont nos pays ont besoin doivent s'investir sous forme d'entraide entre les nations. Les gouvernements nationaux donneront toutes les garanties voulues à ces capitaux étrangers. Les techniciens occidentaux, auxquels nous faisons un pressant appel, viendront en Afrique non pour nous dominer, mais bien pour servir et aider nos pays. Les Européens
doivent savoir et se pénétrer de cette idée que le mouvement de libération que nous menons aujourd'hui, à travers toute l'Afrique, n'est pas dirigé contre eux, ni contre leurs biens, ni contre leurs personnes, mais simplement et uniquement contre le régime d'exploitation et d'asservissement que nous ne pouvons plus supporter. S'ils acceptent de mettre immédiatement fin à ce régime instauré par leurs prédécesseurs, nous vivrons avec eux en amis, en frères. Un double effort doit être fait pour hâter l'industrialisation de nos régions et le développement purement économique du pays. Nous adressons un appel aux pays amis afin qu'ils nous envoient beaucoup de capitaux et de techniciens. Le sort des travailleurs noirs doit aussi être sensiblement amélioré. Les salaires dont ils jouissent actuellement sont nettement insuffisants. Le paupérisme dans lequel vivent les classes laborieuses est à la base de beaucoup de conflits sociaux que l'on rencontre actuellement dans nos pays. À ce sujet, les syndicats ont un grand rôle à jouer, rôle de défenseurs et d'éducateurs. Il ne suffit pas seulement de revendiquer l'augmentation des salaires, mais il est aussi dans le grand intérêt d'éduquer les travailleurs afin qu'ils prennent conscience de leurs obligations professionnelles, civiques et sociales, et qu'ils aient également une juste notion de leurs droits. Sur le plan culturel, les nouveaux États africains doivent faire un sérieux effort pour développer la culture africaine. Nous avons une culture propre, des valeurs morales et artistiques inestimables, un code de savoir-vivre et des modes de vie propres. Toutes ces beautés africaines doivent être développées et préservées avec jalousie. Nous prendrons dans la civilisation occidentale ce qui est bon et beau et rejetterons ce qui ne nous convient pas. Cet amalgame de civilisation africaine et européenne donnera à l'Afrique une civilisation d'un type nouveau, une civilisation authentique, correspondant aux réalités africaines. Nous tendons une main fraternelle à l'Occident, qui nous donne aujourd'hui la preuve du principe de l'égalité et de l'amitié des races que ses fils nous ont toujours enseigné sur les bancs de l'école, principe inscrit en grand caractère dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les Africains doivent jouir, au même titre que tous les autres citoyens de la famille humaine, des libertés fondamentales inscrites dans cette déclaration et des droits proclamés dans la Charte des Nations Unies. La période des monopoles des races est révolue. La solidarité africaine doit se concrétiser aujourd'hui dans les faits et dans les actes. Nous devons former un bloc pour prouver au monde notre fraternité. L'Afrique ne sera vraiment libre et indépendante tant qu'une partie quelconque de ce continent restera sous la domination étrangère. Je conclus mon intervention par ce vibrant appel. Africains, levons-nous. Africains, unissons-nous. Africains, marchons main dans la main avec ceux qui veulent nous aider pour faire de ce beau continent un continent de la liberté et de la justice. Discours du pasteur Martin Luther King prononcé dans la capitale des États-Unis, à Washington, D.C., le 28 août 1963. Pasteur noir, Martin Luther King est, depuis le milieu des années 1950, l'un des principaux animateurs de la lutte contre la ségrégation aux États-Unis. En 1963, il se rend à Birmingham, en Alabama, pour soutenir le mouvement local pour les droits civiques. Devant la violence des émeutes interraciales qui s'y produisent et l'émotion du pays, le président Kennedy propose une loi en faveur de l'égalité civique. Martin Luther King organise alors une marche réunissant 250 000 personnes pour soutenir ce projet. C'est au terme de celle-ci qu'il prononce son célèbre discours « I have a dream », hymne à l'égalité et à la liberté. Le président Kennedy est assassiné le 22 novembre 1963, mais en juillet 1964, sous la présidence de son successeur Lyndon Johnson, le Civil Rights Act est voté.
Discours de Martin Luther King. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui dans ce rassemblement qui restera dans l'histoire de notre nation comme la plus grande manifestation en faveur de la liberté. Il y a 100 ans, un grand Américain, dans l'ombre symbolique duquel nous nous tenons aujourd'hui, signait l'acte d'émancipation. Ce décret capital est arrivé comme la lumière d'espoir d'un grand phare pour des millions d'esclaves noirs marqués au feu d'une cinglante injustice. Il est arrivé comme une aube joyeuse à la fin de la longue nuit de leur captivité. Mais 100 ans ont passé, et le noir n'est toujours pas libre. 100 ans ont passé et l'existence du noir est encore tristement entravée par les menottes de la ségrégation et les chaînes de la discrimination. 100 ans ont passé et le noir vit toujours sur l'île solitaire de la pauvreté au milieu d'un vaste océan de prospérité matérielle. 100 ans ont passé et le noir croupit encore dans les marges de la société américaine comme un exilé dans son propre pays. Et c'est pourquoi nous sommes venus ici, aujourd'hui, pour exposer cette honteuse situation. Nous sommes en quelque sorte venus dans la capitale de notre pays pour encaisser un chèque. Lorsque les architectes de notre République ont écrit les mots magnifiques de la Constitution et de la Déclaration d'indépendance, ils ont signé un billet à ordre dont chaque Américain devait hériter. Ce billet était une promesse que tous les hommes, oui, les noirs comme les blancs, se verraient garantir les droits inaliénables à la vie, à la liberté et à la recherche du bonheur. Il est aujourd'hui évident que l'Amérique a failli à cet engagement en ce qui concerne ses citoyens de couleur. Au lieu d'honorer cette obligation sacrée, l'Amérique a donné au peuple noir un chèque en bois, un chèque qui est revenu avec la mention « provision insuffisante ». Mais nous refusons de croire que la banque de la justice est en faillite. Nous refusons de croire qu'il y ait des fonds insuffisants dans les grands coffres forts de l'opportunité de ce pays. Aussi sommes-nous venus encaisser ce chèque, un chèque qui nous accordera sur demande les richesses de la liberté et la sécurité de la justice. Nous sommes également venus en ce lieu sanctifié pour rappeler à l'Amérique l'urgence brûlante du présent. Il n'est plus temps de se laisser aller au luxe de l'attente ni de prendre le tranquillisant du gradualisme. Le moment est venu de réaliser les promesses de la démocratie. Le moment est venu de se lever de la vallée sombre et désolée de la ségrégation pour parcourir le sentier ensoleillé de la justice raciale. Le moment est venu de tirer notre nation des sables mouvants de l'injustice raciale pour prendre pied sur le rocher solide de la fraternité. Le moment est venu de faire de la justice une réalité pour tous les enfants de Dieu. Il serait fatal à la nation de négliger le caractère d'urgence de ce moment. Cet été étouffant du mécontentement légitime des Noirs ne passera pas avant qu'advienne un automne revigorant de liberté et d'égalité. 1963 n'est pas une fin, mais un commencement. Et ceux qui espèrent que le noir avait besoin de relâcher la vapeur et s'estimera désormais satisfait, se préparent un rude réveil si le pays retourne comme d'habitude à ses affaires. Et il n'y aura ni repos ni tranquillité en Amérique tant que le noir ne se verra pas accorder ses droits de citoyen. Les tourbillons de la révolte continueront à ébranler les fondations de notre nation jusqu'à ce que se lève le jour éclatant de la justice. Mais il est une chose que je dois dire à mon peuple, qui se tient sur le seuil brûlant qui conduit au palais de justice. Dans le processus qui vise à obtenir notre juste place, nous ne devons pas nous rendre coupables d'actes répréhensibles. Ne cherchons pas à satisfaire notre soif de liberté en buvant la coupe de l'amertume et de la haine. Nous devons toujours mener notre combat sur les hauts plateaux de la dignité et de la discipline. Nous ne devons pas laisser notre protestation créative dégénérer en violence physique. Encore et toujours,
nous devons nous élever jusqu'aux cimes majestueuses où se rencontrent la force physique et la force d'âme. Le merveilleux nouveau militantisme qui s'est emparé de la communauté noire ne doit pas nous conduire à nous méfier de tous les Blancs, car nombre de nos frères blancs, comme en atteste leur présence ici aujourd'hui, ont compris que leur destin est lié à notre destin. Ils ont compris que leur liberté est inextricablement liée à notre liberté. Nous ne pouvons pas marcher seuls. Et tandis que nous marchons, nous devons prendre l'engagement de toujours aller de l'avant. Nous ne pouvons pas revenir en arrière. Il en est qui demandent aux partisans des droits civiques « Quand serez-vous satisfaits ?» Nous ne pourrons jamais être satisfaits tant que le noir sera victime des horreurs indicibles de la brutalité policière. Nous ne pourrons jamais être satisfaits tant que nos corps, lourds de la fatigue du voyage, ne pourront trouver à se loger dans les motels le long des routes et les hôtels des villes. Nous ne pourrons jamais être satisfaits tant que la mobilité fondamentale du noir se réduira à passer d'un petit ghetto à un plus grand. Nous ne pourrons jamais être satisfaits tant que nos enfants seront dépouillés de leur identité et privés de leur dignité par des pancartes qui déclarent « réservé aux Blancs ». Nous ne pourrons être satisfaits tant qu'un noir du Mississippi ne pourra voter et qu'un noir de New York croira qu'il n'a aucune raison de le faire. Non, non, nous ne sommes pas satisfaits et nous ne le serons pas jusqu'à ce que le droit s'écoule comme les eaux et la justice comme un torrent impétueux. Je n'ignore pas que certains d'entre vous sont venus ici à la suite de grandes épreuves et tribulations. Certains d'entre vous sortent tout juste d'étroites cellules de prison. Certains d'entre vous viennent de régions où leur quête de liberté les a laissés meurtris par les tempêtes de la persécution et secoués par les vents de la brutalité policière. Vous êtes les vétérans de la souffrance créatrice. Continuez à travailler dans la foi que la souffrance imméritée est rédemptrice. Retournez au Mississippi, retournez en Alabama, retournez en Caroline du Sud, retournez en Géorgie, retournez en Louisiane, retournez dans les taudis et les ghettos de nos cités du Nord, en sachant que d'une manière ou d'une autre, cette situation peut changer et qu'elle changera. Ne nous vautrons pas dans la vallée du désespoir. Je vous le dis aujourd'hui, mes amis, quand bien même nous devons affronter les difficultés d'aujourd'hui et de demain, je fais pourtant un rêve. C'est un rêve profondément enraciné dans le rêve américain. Je fais le rêve qu'un jour cette nation se lèvera et vivra pleinement le véritable sens de son credo. Nous tenons ces vérités pour évidentes que tous les hommes ont été créés égaux. Je fais le rêve qu'un jour, sur les collines rouges de Géorgie, les fils des anciens esclaves et les fils des anciens propriétaires d'esclaves pourront s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. Je fais le rêve qu'un jour, même l'État du Mississippi, un État qui étouffe dans la fournaise de l'injustice, qui étouffe dans la fournaise de l'oppression, sera transformé en une oasis de liberté et de justice. Je fais le rêve que mes 4 jeunes enfants vivront un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés sur la couleur de leur peau, mais sur la nature de leur caractère. Je fais aujourd'hui un rêve. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Je fais le rêve qu'un jour, au fond de l'Alabama, où les racistes sont des brutes, où le gouverneur a la bouche qui dégouline des mots interposition et nullification, qu'un jour, là, en Alabama, les petits garçons noirs et les petites filles noires pourront se prendre par la main avec les petits garçons blancs et les petites filles blanches,
comme des frères et sœurs. Je fais aujourd'hui un rêve. Je fais le rêve qu'un jour, toute vallée soit comblée, toute montagne et toute colline abaissée, que les lieux accidentés se changent en plaine et les escarpements en larges vallées. Alors la gloire du Seigneur sera révélée et tout ce qui est cher la verra. Telle est notre espérance. Telle est la foi avec laquelle je repartirai dans le sud. Fort de cette foi, nous pourrons tailler dans la montagne du désespoir une pierre d'espoir. Fort de cette foi, nous pourrons transformer les stridentes discordes de notre nation en une merveilleuse symphonie de fraternité. Fort de cette foi, nous pourrons travailler ensemble, prier ensemble, lutter ensemble, aller en prison ensemble, défendre la liberté ensemble, en sachant qu'un jour, nous serons libres. Ce sera le jour où tous les enfants de Dieu pourront chanter en lui donnant un sens nouveau. Mon pays, c'est toi, douce terre de liberté, toi que je chante. Terre où sont morts mes pères, terre de la fierté des pèlerins. Du flanc de chaque montagne que retentisse la liberté. Et si l'Amérique doit être une grande nation, cela doit devenir vrai. Que la liberté retentisse depuis les sommets prodigieux du New Hampshire, que la liberté retentisse depuis les puissantes montagnes de l'État de New York, que la liberté retentisse depuis le massif de l'Allegheny en Pennsylvanie, que la liberté retentisse depuis les rocheuses enneigées du Colorado, que la liberté retentisse depuis les pentes ondoyantes de Californie, mais pas seulement, que la liberté retentisse depuis la Stone Mountain de Géorgie, que la liberté retentisse depuis la Lookout Mountain du Tennessee, que la liberté retentisse depuis chaque colline et chaque monticule du Mississippi, du flanc de chaque montagne, que la liberté retentisse. Et quand cela arrivera, quand nous laisserons retentir la liberté, quand nous la ferons retentir dans chaque village et chaque hameau, dans chaque État et chaque ville, nous pourrons hâter la venue du jour où tous les enfants de Dieu, noirs et blancs, juifs et gentils, protestants et catholiques, pourront se prendre par la main et chanter les paroles du vieux négro spirituel. Libres enfin, béni soit le Tout-Puissant, nous sommes libres enfin. El pueblo debe defenderse. Discours de Salvador Allende, dernier message radiodiffusé depuis Santiago du Chili le 11 septembre 1973. Je crois au vote et non au fusil. Salvador Allende aura manifesté jusqu'à sa mort cette confiance en la démocratie, en la force du suffrage universel. Médecin dans les années 1930, député, sénateur, ministre, bon connaisseur de la vie politique chilienne, il sera un président toujours en équilibre sur le fil de l'action politique. Intransigeant sur le respect du droit, il lui fallait faire cohabiter dans un même front de gauche des radicaux, des socialistes, les modérés comme les intransigeants, des communistes, des révolutionnaires d'origine chrétienne ou inspirés par le marxisme-léninisme. Et face à lui, outre un parti démocrate chrétien divisé et une classe moyenne totalement effrayée par les revendications des plus pauvres, il trouve une droite dynamique, organisée et largement soutenue, tant financièrement que techniquement, par les États-Unis. En effet, pour Washington, le président Allende est un dangereux marxiste et il doit absolument disparaître de la scène politique. Dans cette société chilienne en pleine tourmente, reste une inconnue, l'armée. Allende pense pouvoir la contenir dans ses casernes. Il a confiance dans le légalisme républicain de nombre d'officiers. Aux élections législatives de mars 1973, l'opposition obtient près de 55% des voix, mais pour pouvoir légalement destituer le président, il lui faut 60% des suffrages. De son côté, la gauche fait son meilleur score depuis des décennies, avec 43,4% des voix.
et demeure cependant minoritaire au Parlement. Dans ce contexte, les relations entre le président Allende et les chambres se tendent encore un peu plus. Le pays devient difficilement gouvernable. Pour sortir de l'impasse, asseoir son autorité et faire valider sa politique intérieure, le président décide alors d'organiser un référendum. La rébellion militaire le prendra de vitesse et l'armée s'emparera du pouvoir dans le sang. Ce 11 septembre 1973, encerclé dans le palais présidentiel de la Moneda, Salvador Allende se suicide, d'après la version officielle, plutôt que de se rendre. Discours de Salvador Allende. Compañeros que me escuchan, la situación es crítica. Hacemos frente a un golpe de Estado en que participan la mayoría de las Fuerzas Armadas. Camarades qui m'écoutez, la situation est critique. Nous sommes face à un coup d'État auquel participe la majorité des forces armées. Je n'ai pas l'étoffe d'un martyr. Je suis un combattant de la cause sociale qui accomplit la tâche que le peuple lui a confiée. Mais que ceux qui veulent revenir sur l'histoire et nient la volonté majoritaire du Chili m'écoutent. Même si je ne suis pas un martyr, je ne ferai pas un seul pas en arrière. Qu'ils le sachent, qu'ils l'entendent, qu'ils le gravent dans leur esprit. Je quitterai la Moneda quand le mandat que m'a confié le peuple sera achevé. Je défendrai la révolution chilienne et je défendrai le gouvernement parce que c'est pour cela que le peuple m'a élu. Je n'ai pas d'autre choix. Seules les balles pourraient m'empêcher d'accomplir la mission que m'a confiée le peuple. C'est sans doute ma dernière chance de m'adresser à vous. Les forces aériennes ont bombardé les tours de Radio Portales et de Radio Corporación. Mes paroles sont empreintes de déception, mais pas d'amertume. Quel soit le châtiment moral de ceux qui ont trahi leur serment. Les soldats du Chili, les commandants en chef, l'amiral Merino, qui s'est lui-même désigné commandant de la marine, M. Mendoza, général perfide, qui hier encore manifestait sa solidarité et sa loyauté au gouvernement, et qui aujourd'hui s'est promu commandant général des carabiniers. Face à ces événements, je déclare aux travailleurs que je ne renoncerai pas. Confronté à ce tournant historique, je paierai de ma vie ma loyauté au peuple. J'ai la certitude que la semence qui a été déposée dans la conscience de milliers de Chiliens ne pourra pas être arrachée. Ils ont la force, ils pourront nous soumettre, mais les mouvements sociaux ne se maîtrisent ni par le crime ni par la force. L'histoire nous appartient, ce sont les peuples qui la font. Travailleurs de ma patrie, je veux vous remercier de votre loyauté, de la confiance que vous avez accordée à un homme qui ne fut que l'interprète de votre soif de justice, qui vous a promis le respect de la Constitution et de la loi et qui a tenu sa parole. En ce moment crucial, le dernier où je peux encore m'adresser à vous, je veux que vous reteniez cette leçon. Le capital étranger et l'impérialisme, unis à la réaction, ont créé le climat pour que les forces armées rompent leurs traditions, celles que leur avait enseignées le commandant Schneider et qu'avait réaffirmé le général Araya, tous deux victimes de la même classe sociale, qui, aujourd'hui, attend tranquillement qu'une main étrangère lui rende le pouvoir pour continuer de défendre ses intérêts et ses privilèges. Je m'adresse à vous, et en particulier à la modeste femme de notre terre, à la paysanne qui a cru en nous, à l'ouvrière qui a travaillé plus, à la mère qui a compris notre préoccupation pour ses enfants. Je m'adresse à tous les professionnels, aux patriotes qui n'ont jamais cessé de lutter contre la sédition encouragée par les corporations professionnelles, corporations de classe
qui défendaient elles aussi les avantages que leur accordait la société capitaliste. Je m'adresse à la jeunesse, à ceux qui chantèrent et nous livrèrent leur joie et leur esprit de lutte. Je m'adresse à l'homme chilien, à l'ouvrier, au paysan, à l'intellectuel, à ceux qui seront persécutés parce que le fascisme a déjà pris place dans notre pays. À travers les attentats terroristes, abattant les ponts, coupant les voies de chemin de fer, détruisant les oléoducs et les gazoducs, face au silence de ceux qui avaient le devoir de réagir. Ils sont responsables. L'histoire les jugera. On fera certainement taire Radio Magallanes, et le métal tranquille de ma voix ne vous parviendra plus. Peu importe, vous l'entendrez encore. Je serai toujours à vos côtés. Mon souvenir sera tout au moins celui d'un homme digne, d'un homme qui fut loyal à sa patrie. Le peuple doit se défendre, mais pas se sacrifier. Le peuple ne doit pas se laisser écraser. Il ne doit pas mourir sous les balles, mais il ne doit pas non plus se laisser humilier. Travailleurs de ma patrie, j'ai foi dans le Chili et en son destin. D'autres hommes surmonteront ce moment gris et amer où la trahison prétend s'imposer. N'oubliez jamais que bientôt s'ouvriront à nouveau les larges avenues qu'empruntera l'homme libre pour bâtir une société meilleure. Vive le Chili, vive le peuple, vive les travailleurs. Ce sont mes dernières paroles, et j'ai la certitude que mon sacrifice ne sera pas vain. J'ai la certitude qu'il sera pour le moins une leçon morale qui frappera la félonie